chers amis, vous qui êtes rassemblés ici à Reims, berceau de notre histoire millénaire, et vous qui nous suivez dans toute la France et que je salue, nous avons un point commun. Un sentiment profond qui nous anime, qui habite nos réflexions, qui détermine nos choix. Un sentiment qui guide aussi nos actions, qui fait que nous sommes ici réunis dans cette ville où est née la France. Ce point commun, c'est l'amour de la patrie, l'amour sacré de la patrie. Cet amour dont le poète Verlaine disait qu'il était le premier amour. L'amour de nos familles, des nôtres, ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Cet attachement à nos paysages, à notre art de vivre à la française, à notre langue si subtile, à cette courtoisie si particulière, si légendaire, qui fait de la France le plus beau pays du monde. Ce pays, je le dis avec fierté, c'est le nôtre. Notre pays est un joyau ciselé par des inépuisables générations qui se sont succédées tout au long des siècles, qui l'ont travaillé de leurs mains, enrichi de leur intelligence et par leur incomparable talent créatif, en ont fait un trésor sans égal. Notre pays est l'une des plus vieilles nations du monde, l'œuvre d'une histoire de courage, d'aventure, d'audace, de grandeur, d'obstacles aussi, que l'on aurait pu croire insurmontables, de guerres que l'on croyait perdues, mais toujours de sursauts glorieux, héroïques, qui ont permis à la France de continuer à avancer, à croître en puissance et en sagesse. Notre pays, c'est une terre pétrie de sang et de larmes, semée de la graine qui donne la moisson, parsemée de ces merveilles architecturales qui sont un hommage au génie des hommes et aux défis du temps. Notre pays, ce sont ces villes et villages si extraordinaires, d'harmonie et de délicatesse. Ce sont ces paysages si divers, si époustouflants, qui ravissent la vue du promeneur, inspirent les peintres et émeuvent les poètes. Notre pays, ce sont ces fleuves majestueux qui descendent des montagnes et sillonnent nos plaines à la recherche du grand large. Notre pays, et je vois nos amis d'outre-mer, ce sont aussi ces plages lumineuses et ces mers à perte de vue qui ouvrent la France sur le vaste monde vers nos outre-mer, à ces outre-terres. Pourtant, ce pays dont nous sommes si follement amoureux, dont nous sommes si fiers, semble nous échapper, comme si, au seuil de ce millénaire, il était entraîné dans le gigantesque tourbillon du monde, dans la tourmente des événements, dans la grande lessiveuse d'un nouveau siècle qui semble échapper aux Européens. Tout se passe comme si nous, qui avons découvert le monde, l'avons éclairé de lumière, l'avons grandi de nos valeurs, nous n'étions plus capables de le comprendre, de l'accompagner et d'y prendre notre juste place. Ce que nous vivons, c'est une véritable dépossession. Nous ne reconnaissons plus le pays que nous aimons. Bousculée à l'intérieur, humiliée à l'extérieur, la France dégringole dans le classement des puissances, affaiblie par les erreurs, la vanité et le cynisme d'Emmanuel Macron. N'oubliez jamais que c'est Emmanuel Macron, le prétendu Mozart de la finance, qui n'a réussi en 5 ans qu'à composer une symphonie dramatique. Son quinquennat se conclut par une dette augmentée de 600 milliards d'euros et un commerce extérieur au déficit vertigineux. Oh,
Avec Emmanuel Macron, on nous avait promis un crack, mais le seul crack que nous avons vu est financier. Alors, mes amis, n'oubliez jamais que c'est Emmanuel Macron qui a bradé nos fleurons, qui faisait de nous une grande nation industrielle, Technip, Lafarge, Alcatel, et le plus emblématique de ces dépeçages, c'est Alstom, dans un pacte de trahison dont on ne parle qu'à mi-voix dans les milieux autorisés. N'oubliez jamais que c'est Emmanuel Macron, avec ses contradictions sur le nucléaire et le sabotage d'EDF, qui détruit notre filière énergétique, entraînant perte d'indépendance et explosion des factures d'électricité. Alors qu'on avait l'énergie la plus décarbonée du monde, nous voilà obligés de réouvrir des centrales à charbon ou de parler de délestage, c'est-à-dire de coupure de courant. En effet, quel progrès! Et je ne parle pas du saccage de nos paysages et de nos côtes avec des éoliennes anti-écologiques au coût exorbitant. N'oubliez jamais que c'est Emmanuel Macron qui a augmenté les taxes sur le carburant et spolié les retraités, provoquant le grand mouvement populaire des Gilets jaunes. N'oubliez jamais que c'est Emmanuel Macron qui prétendait qu'il suffisait de traverser la route pour trouver un emploi. Alors que le chômage, toutes catégories confondues, est au même niveau aujourd'hui que lorsqu'il a été élu. N'oubliez jamais que c'est Emmanuel Macron qui a laissé les Black Blocs, ces milices d'extrême gauche, discréditer toutes les protestations sociales dans un déchaînement de violence. N'oubliez jamais que c'est Emmanuel Macron qui a stigmatisé puis insulté les Français non vaccinés pour faire oublier sa gestion catastrophique de l'épidémie. Personne ne doit être dupe. Le progressisme d'Emmanuel Macron ne signifie pas progrès, mais déconstruction, pas avancée, mais régression. Celui qui clamait que la culture française n'existait pas laisse sans réagir et parfois en les accompagnant les idéologies destructrices ronger les fondations de l'harmonie sociale, le wokisme, la repentance, le racialisme, l'indigénisme, le décolonialisme. Tout semble le porter à un saccage méthodique de ce qui fait la France. Son quinquennat fut un immense chaos, avec des crises à répétition qu'Emmanuel Macron a provoquées et entretenues. Notre société, mes chers amis, se trouve fracturée comme jamais, multifracturée même. Fracture territoriale, fracture sociale, fracture culturelle, fracture générationnelle, en clair, une France polytraumatisée. Ce qui domine sourdement dans le cœur des Français, c'est un sentiment d'abandon. Abandon des classes populaires et des classes moyennes. Abandon des jeunes et des plus âgés. Abandon des campagnes, comme des outre-mer. Ce sentiment d'abandon fragilise notre pays de l'intérieur. À chacun de mes déplacements, dans nos territoires, à chacune de mes rencontres avec les Français, je sens ces fractures s'aggraver sous le coup du macronisme, synthèse terrible du cynisme et de l'injustice. La France est plongée dans une morosité qui ne lui ressemble pas, dans une sorte de grande dépression sociale et psychologique. Emmanuel Macron n'est pas seulement méprisant, il est déprimant. Alors, mes amis, ce sentiment, je le comprends. Ce sentiment, je pourrais le partager. Mais pourtant, nous devons le combattre. De toute notre âme et de toutes nos forces. La lassitude, la tristesse, la peur, l'angoisse sont tout autant d'armes utilisées par ceux qui nous gouvernent si mal
pour nous faire oublier que le bonheur, la prospérité, la sécurité sont à portée de main, je dirais même à portée de vote. Le macronisme est une machine à broyer les espoirs sous couvert de progressisme. C'est l'avènement d'une société sans lien, sans solidarité sociale ou familiale, celle de l'individu tout-puissant, mais seul. N'écoutez plus les mauvais oiseaux d'augure qui, matin, midi et soir, vous répètent que la France est finie, que nous sommes un petit pays avec un petit peuple. Ces agents de malheur ne vous disent pas la vérité. Ils vous empoisonnent l'âme, la belle et ardente âme française à laquelle je veux faire appel pour relever notre pays. Je sais au plus profond de moi-même qu'unis et rassembler les Français peuvent réussir l'impossible. Ma première mission comme candidate à la présidence de la République est donc claire: briser le cycle infernal du défaitisme. La France n'est pas condamnée au déclin. Les Français ne sont pas condamnés à l'abandon. Ensemble, nous allons rendre à nos compatriotes la France qu'ils aiment. Et le pays qu'ils aiment, c'est avant tout une nation où ils vivent en sécurité. L'ensauvagement s'enquiste partout. Dans les... Mes chers amis, profitez-en, avec les islamistes, nous ne verrons probablement plus jamais de femmes nues. Le pays qu'ils aiment, vous disais-je, c'est avant tout une nation où ils vivent en sécurité. L'ensauvagement s'enquiste partout, dans les petites villes, dans les bourgs, dans les zones rurales les plus reculées, dans les transports, à l'école, à l'hôpital et parfois même dans les familles. Cet ensauvagement atteint partout un niveau tel qu'il commence à empêcher toute vie sociale, contrarie la vie économique et gâche même les joies les plus simples de la vie. La France orange macronique. Il y a une coccinelle sur mon pupitre. Est-ce que vous croyez que ça porte chance? Je vous en parlais tout à l'heure, mais les femmes et les jeunes filles craignent aujourd'hui l'espace public, devenu dans certaines villes un lieu de harcèlement permanent. Les honnêtes gens subissent en silence et s'astreignent à des stratégies d'évitement permanent. Ces stratégies, nous les connaissons tous. Nous les éprouvons chaque jour avec silence et dignité. Je serai la présidente qui rendra sa sécurité à la France, celle qui rendra aux Français ce droit inné, inaliénable à la sûreté. N'en déplaise à Monsieur Dupond-Moretti, je préférerais toujours les victimes aux délinquants, les policiers aux criminels, la vraie sanction à l'admonestation, la rapidité de la condamnation à l'enlisement judiciaire. Un seul mot d'ordre, une ligne claire, la certitude de la peine, le soutien indéfectible aux forces de l'ordre et l'augmentation massive des moyens de la justice. Jamais ma main ne tremblera
lorsqu'il s'agira de défendre les Français et ceux qui les protègent. Ma main ne tremblera pas plus lorsqu'il s'agira de protéger les Français contre la submersion migratoire. Je l'ai dit et vous le constatez quotidiennement. Il y a un lien évident entre l'explosion de l'insécurité et ces vagues d'immigration que nous subissons. Mais pas seulement. Qui peut également nier l'impact de l'immigration sur nos services publics, la saturation de nos hôpitaux, le manque de logements sociaux et l'engorgement de notre système judiciaire? Pensez que 60% du travail des magistrats administratifs concerne les étrangers. Par vague continue, cette immigration hors contrôle transforme nos rues, nos quartiers, nos villes en zone de non-France. Elle installe chez nous des modes de vie qui ne sont pas les nôtres. Elle exige des accommodements qui sont en réalité, pour nous Français, la marque d'un reniement culturel. Elle se traduit par des revendications communautaristes incessantes, souvent incompatibles avec ce que nous sommes. Elle institue un séparatisme insidieux qui finit toujours par devenir belliqueux. C'est l'arrogant et sulfureux maire de Trappes qui dit à Jordan, qui dit cette société multiculturelle, elle adviendra de gré ou de force. De force? Mais quel aveu! Avec ce torrent, c'est le communautarisme qui s'installe et qui fait le lit de l'islamisme. Avec l'islamisme, ce sont nos valeurs les plus essentielles qui sont emportées. La laïcité, la mixité, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression, avec le retour du délit de blasphème, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'enseigner ou d'informer. C'est cet islamisme qui conduit à des assassinats atroces comme celui de Samuel Paty, des persécutions comme celles subies par Mila ou des menaces infamantes comme celles subies par Ophélie Meunier. Pensez que dans la France de 2022, les pouvoirs publics doivent aujourd'hui, dans notre pays, légiférer contre l'excision ou contre les certificats de virginité. Mais où va-t-on? Jamais la femme que je suis, née en 1968, aurait pu imaginer que nous en arrivions là. Malgré nos mises en garde et alertes depuis des années, Emmanuel Macron s'en est tenu à des discours, à des postures et même à des compromissions, tant sur l'islamisme que sur l'immigration. Pire, au lieu d'arrêter l'immigration, il l'aggrave chaque jour davantage. Cohérent, il s'apprête à faire subir à l'Europe le même traitement, le même mauvais traitement migratoire. C'est le fameux pacte des migrations. Pacte avec le diable, dont les conséquences juridiques seront terribles pour notre pays. Ce pacte prévoit, tenez-vous bien, de transférer définitivement à l'Union européenne le pouvoir de dire qui a le droit de s'installer chez nous et qui doit partir. Vous me direz, la manœuvre d'Emmanuel Macron est limpide. Pour supprimer l'immigration illégale, il suffit de la rendre légale. Imaginez qu'avec ce pacte des migrations coercitives, les pays européens devront obligatoirement admettre les migrants recueillis en mer. Mais il faut s'attendre à des dizaines d'Aquarius formant un pont maritime avec l'Afrique. Moi, je vous le dis avec force, c'est aux Français de décider qui peuple la France. C'est aux Français de dire qui peut devenir français.
Et dès mon élection, c'est par référendum qu'ils le diront. Je rendrai aux Français leur pays. Car, mes amis, cette immigration est une immigration de peuplement, avec des gens qui vivront chez nous comme ils vivent chez eux. Cette immigration sera irréversible. C'est une politique voulue, une politique mise en œuvre, quoi qu'il en coûte, sans aucune évaluation ni financière, ni sociale, ni humaine. Courageux, ils mettront en place ce pacte, je cite, après les élections françaises. Bon, vous me direz, certains y verront un hommage direct aux Gaulois réfractaires, dont l'indocilité fait trembler les commissaires grisâtres de Bruxelles. J'y vois chers compatriotes et même chers patriotes, un appel à la mobilisation. Nous sommes les seuls à pouvoir sauver la France et l'Europe par notre vote des 10 et 24 avril. Les dirigeants européens dont vous avez vu les vidéos ne vous ont pas dit autre chose. L'Europe entière nous regarde et nous attend par un référendum qui ne souffrira aucune contestation de légitimité. Les Français adopteront au lendemain de mon élection un plan global, juridiquement applicable, une solution clé en main contre l'immigration. Votez pour nous, on s'occupe de tout. Ma politique en matière d'immigration tiendra en 3 principes. 1. La France restera maîtresse de sa politique migratoire. 2. Les étrangers qui veulent venir devront subvenir à leurs besoins. 3. C'est nous qui déciderons qui peut rester ou qui doit partir. Mes amis, nous rendrons sa valeur à la nationalité française, dont on hérite ou que l'on mérite. Les abus du droit d'asile seront stoppés. Aucun clandestin ne sera plus régularisé, ni même régularisable. Nous couperons les pompes aspirantes en réservant certaines aides sociales aux Français, en instaurant la priorité nationale au logement et à l'emploi. Le communautarisme sera prohibé. Quant à l'idéologie islamiste, totalitaire et meurtrière, ennemie de la France, elle sera combattue partout. Ses représentations légales interdites et ses promoteurs condamnés et à chaque fois que ce sera possible, expulsés, muni militari. J'allais vous le dire. La laïcité sera appliquée notamment dans l'espace public, les administrations et les entreprises. Nous rendrons son identité et sa fierté à la France. Pour le dire clairement, les Français seront de nouveau maîtres chez eux. Nous sommes confrontés
a deux visions de l'homme et du monde, et elle conditionne l'avenir de nos pays. C'est le sens du clivage dont Jordan parlait tout à l'heure, entre nationaux et mondialistes, entre localistes et globalistes, entre nous, partisans de la protection, et eux, partisans de la déréglementation généralisée. Pour nous, notre pays passe avant tout, nos familles passent avant tout, notre peuple passe avant tout. Mais, les amis, protéger notre peuple, c'est aussi assurer à tous les Français de vivre dignement. Vous savez l'importance que j'accorde à votre pouvoir d'achat. Mon engagement est clair, c'est celui de rendre en moyenne 200 € par mois à tous les ménages français. La mesure la plus emblématique sera la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'électricité, le gaz, le fioul et le carburant. L'énergie est un bien de première nécessité. Se chauffer, se déplacer, aller travailler, mais qui peut s'en passer? Ce sont 12 milliards qui vous seront rendus. Et je ne me contenterai pas de rendre leur argent aux Français. J'agirai aussi sur les salaires, trop bas depuis trop longtemps. Je permettrai, dans un engagement commun avec les entreprises, une hausse de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC en dispensant les entreprises de charges sur ces augmentations. L'appauvrissement des Français n'est pas une fatalité. Et dans 2 mois, je vous le prouverai. Mais je vous prouverai également que nous pouvons retrouver un système de santé performant. Celui, vous vous souvenez, qui faisait hier la fierté de notre pays. Les tensions hospitalières lors de la crise du Covid, les déserts médicaux, la faillite des ARS, l'épuisement moral et physique des personnels hospitaliers, tout montre que notre système de soins a été saccagé par les gouvernements successifs et qu'il faut faire de sa restauration une des priorités de mon quinquennat. Moratoire sur la fermeture de lits, moyens budgétaires accrus, débureaucratisation, fluidification des urgences par la création d'urgences gériatriques pour ne plus voir ces images insoutenables de nos personnes âgées attendant pendant des heures dans des couloirs. Incitation à l'installation de jeunes médecins ou à la création de maisons de santé. Revalorisation des salaires des soignants sous-payés par rapport à la moyenne européenne. Réintégration des personnels injustement suspendus. Et puis, fin de l'opposition stérile entre médecine publique et privée. Je rendrai un système de santé solide et performant aux Français. Parce que, pardon, mais applaudir les soignants, c'est bien. Mais les contraindre, comme l'a fait le gouvernement d'Emmanuel Macron, à travailler dans des conditions aussi dégradées, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible, ni à l'hôpital, ni dans les EHPAD. Donner aux soignants les moyens de leur mission est donc vital. Je ne serai pas la présidente qui fermera les yeux sur la situation intolérable de nos aînés dans certains EHPAD. Mais je serai celle qui leur assurera respect et dignité, celle qui garantira aux familles un droit de visite en toutes circonstances, pour que plus jamais les plus vulnérables ne soient condamnés à l'isolement. La grandeur de notre société
se mesure à l'attention que nous portons à l'égard des plus vulnérables. Parmi les plus vulnérables, je pense bien évidemment aux personnes touchées par le handicap et à leurs familles. La France a su par le passé mettre en place de grandes politiques afin d'assurer aux handicapés leur juste place dans la société. Ma première mesure sera de déconjugaliser et d'augmenter l'allocation adulte handicapé jusqu'à 1 000 €, mesure que j'ai soutenue sur les bancs de l'Assemblée nationale face au gouvernement d'Emmanuel Macron, qui restait sourd à cette exigence minimale de justice. L'inclusion des enfants porteurs de handicap dans nos écoles est l'une des plus belles réussites françaises. Mais oui, c'est dès le plus jeune âge que ces enfants doivent vivre avec leurs camarades. Bien sûr, pour ceux, hélas, qui ont besoin de plus d'attention et de soins, des établissements spécialisés seront ouverts en nombre pour leur permettre de poursuivre des études adaptées. Et en vertu de la même philosophie, les aidants dont le don de soi, la générosité, l'abnégation forcent le respect, ces aidants qui viennent au chevet des personnes âgées, parfois au chevet des personnes en fin de vie ou des personnes handicapées. Il faut les indemniser en fonction de leur perte salariale. Il faut leur porter leur congé d'aidant de 3 mois à 12 mois. Dans un monde, mes chers amis, où l'on veut, dans un monde où on veut que tout se monnaie, que tout soit mesuré à l'aune de l'argent roi, ces Françaises et ces Français qui portent les valeurs de solidarité doivent être soutenus et ils doivent être aussi remerciés. Alors, protéger les Français, c'est aussi mettre fin au pillage de la France en luttant contre la fraude. Enfin, pardon, les fraudes. Présidente de la République, je ne laisserai plus les Français être volés par ceux qui, depuis tant d'années, détournent la prospérité collective en toute impunité. La fraude, c'est du vol, et un vol par dizaines de milliards d'euros. Fraude aux prestations sociales, aux cotisations sociales, mais pas seulement. Les ententes, les fraudes à l'étiquetage, les fraudes aux importations, sans oublier l'évasion fiscale. Alors un ministère sera spécialement dédié à s'occuper des fraudeurs qui font leur fortune sur le dos des contribuables ou d'ailleurs des consommateurs. On commencera avec la carte vitale biométrique et je pense qu'on va avoir de sacrées surprises. Alors, ce ministère, eh bien, il sera chargé de récupérer les ressources qui ont par ailleurs tant manqué à nos services publics et en particulier à l'hôpital. Enfin, comment parler de protection sans évoquer celle de notre territoire national? À l'heure des grandes menaces et des grands bouleversements stratégiques, la France ne serait pas elle-même si elle n'optait pas pour une politique de pleine indépendance. Nous devons défendre librement nos intérêts, sortir de la logique belliciste des blocs pour renouer avec la stratégie d'équilibre qui a fait, je vous le rappelle, la grandeur de notre pays. C'est pourquoi nous sortirons du commandement intégré de l'OTAN, afin de ne plus être entraînés dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. J'ai l'impression d'ouvrir une porte ouverte, mais je vous assure qu'il faut le redire. La défense de notre patrie et de nos intérêts vitaux ne peut pas être déléguée. Elle ne peut être confiée qu'à une armée nationale, renforcée dans ses moyens, soutenue dans ses missions, consolidée par la cohérence des alliances. Elle demeurera, n'en déplaise aux Verts, appuyée sur la dissuasion nucléaire, protection ultime de la France, qui, par voie de conséquence,
restera sous son autorité exclusive. Protégée, la France pourra ainsi retrouver sa place si particulière dans le concert des nations. Dans ce monde qui s'invente de nouvelles guerres froides, elle doit faire entendre une voix forte et indépendante en usant notamment de son siège diplomatique au Conseil de sécurité. Ce privilège diplomatique, legs du général de Gaulle, nous ne le partagerons avec personne. Personne. Ni avec l'Allemagne, ni avec quiconque. Et puis nous reviendrons à des relations bilatérales, notamment avec les pays amis d'Afrique, souvent liés à la France par l'histoire, par l'affection mutuelle et la francophonie. Le monde non aligné attend la France. Nous serons au rendez-vous. En Europe, nous réformerons l'Union européenne pour lui substituer une alliance européenne des nations. Son fonctionnement sera fondé, vous le savez, sur la souveraineté des peuples. On ne peut plus admettre que des pays qui souhaitent rester souverains, comme la Pologne ou la Hongrie, soient menacés de sanctions financières incroyablement lourdes pour avoir seulement voulu faire respecter la volonté de leur peuple. Eh bien moi, je vous dis aujourd'hui, honneur à eux et honte à Bruxelles. Notre outre-mer. Ah oui. Voilà un beau slogan. Notre outre-mer, si cher à mon cœur, vous le savez, sera au centre de cette politique de projection. L'espace maritime qu'elle offre à la France sera demain un grand projet national, comme le fut la conquête de l'espace. Nous allons, en nous appuyant sur la vitalité de nos compatriotes d'outre-mer, partir à la conquête de nos mers et de leurs incroyables ressources, en respectant bien sûr la merveilleuse biodiversité qu'elles nous offrent. L'or bleu participera à l'essor de tous nos territoires ultramarins et par voie de conséquence à tout notre pays. Voyez, ce grand projet illustre parfaitement la politique économique que nous souhaitons fonder sur un État stratège, c'est-à-dire un État qui crée un environnement économique favorable et qui garantisse à tous, et notamment aux indépendants, aux petits entrepreneurs, aux PME, une juste et saine concurrence, la sécurité juridique et la désinflation des normes. Nous refonderons le système économique en l'appuyant sur deux piliers, le localisme, le patriotisme économique. Cette croissance, elle sera soutenue par un fonds souverain puissant et patriote. Ce fonds souverain, en réalité, il sera abondé contre rémunération, comme le livret A, par l'épargne des Français qui le souhaitent. Ce fonds souverain, il permettra la réalisation d'infrastructures d'avenir dont nous avons tant besoin. La transformation environnementale et énergétique, la recherche, l'innovation, mais aussi la relocalisation industrielle. Nous le savons, rien n'est possible sans les entreprises, et notamment les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, qui sont souvent moins bien traitées que les grands groupes, alors qu'elles sont le cœur de notre économie. C'est pourquoi, je l'ai dit, ma ligne est claire, tout pour les TPE-PME. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les ferons bénéficier prioritairement des allègements d'impôts de production, en supprimant ceux qui pèsent plus spécifiquement sur elles, notamment la CFE. Nous avons confiance dans nos petites et moyennes entreprises, mais il est temps qu'elles le voient. Nous avons besoin qu'elles s'installent dans la ruralité, qu'elles créent des emplois pour vous et vos enfants. Nous les y aiderons. Nous remettrons à l'honneur l'excellence du fabriqué en France et protégerons les artisans, leur savoir-faire, leur talent créatif et cette conscience du travail bien fait qui sont un élément du génie français. Nous redonnerons au travail sa noblesse et sa valeur. Et comment parler
de noblesse et de valeur du travail, sans parler de nos agriculteurs. L'agriculture, notre agriculture, doit redevenir l'instrument de l'excellence française au service de la souveraineté alimentaire de notre pays. Le modèle d'agriculture familiale doit être protégé de la prédation bancaire, de la concurrence déloyale de normes, du yo-yo des cours, de l'avidité de la grande distribution, des pièges de la transmission d'entreprises, mais aussi des campagnes de diffamation et d'agression organisées par les talibans de la verdure. La qualité des produits agricoles doit être reconnue, les agriculteurs protégés, leurs revenus sécurisés, et la première preuve de confiance sera de rendre obligatoire à terme l'utilisation des produits français dans nos cantines. Alors, la France de demain devra être un territoire rééquilibré au profit des villes moyennes et de la ruralité. Cette grande politique de justice territoriale, c'est notre fameuse démétropolisation. Lutter contre la fracture territoriale est une nécessité. Lutter contre la fracture sociale est une urgence absolue. La priorité d'un pays qui veut se projeter dans l'avenir, ce sont ces jeunes à qui nous devons donner les moyens de leurs rêves. Je veux leur offrir autre chose que la banque du droit à l'échec de Valérie Pécresse. Je veux les garder, les inciter à rester en France, à y étudier avec des aides accessibles, à y travailler, à y produire, à y créer des entreprises, à y fonder une famille. C'est pourquoi j'ai pris cet engagement inédit de supprimer l'impôt sur le revenu pour tous les moins de 30 ans. Je veux également que les étudiants qui ont un emploi soient récompensés par une prime afin de leur permettre à tous de sortir de la précarité. Je veux valoriser l'alternance et l'apprentissage en augmentant de 200 € par mois les indemnités de ceux qui font le choix de filières professionnelles dont nous avons tant besoin. Mes amis, les jeunes doivent faire l'objet de toute notre attention. Il faut leur redonner confiance, envie, joie de vivre. Ils sont le baromètre de la vitalité de notre pays. Nous devons pouvoir compter sur eux, mais ils doivent aussi pouvoir compter sur nous. Voyez dans cette grande politique la confiance que nous avons dans l'avenir. À quoi sert de protéger en même temps? À quoi sert de se projeter si l'on ne sait pas transmettre? Le premier lieu de la transmission, c'est la famille. La famille grande maltraitée des derniers quinquennats. Les attaques ininterrompues contre la famille ont eu une conséquence directe. Les Français sont découragés d'avoir des enfants. Moi, je fais le choix des enfants. Je veux que la nation aide les couples qui le souhaitent à accueillir cet immense bonheur. Qu'elle leur offre des conditions de vie heureuses, qu'elle les protège, qu'elle les entoure. Et je n'oublierai pas ces enfants maltraités que leurs parents n'ont pas su, pas pu ou pas voulu aimer correctement. Ces enfants sont dans l'angle mort de la société. La nation doit les protéger. Ce sont nos enfants, ce sont les enfants de la nation française. Ils méritent une attention et même une affection particulière de notre part.
Attention particulière aussi pour les nombreuses familles françaises monoparentales, pour lesquelles je doublerai l'allocation de soutien familial. Vous savez, élever seul des enfants, situation beaucoup plus souvent subie que choisie, est un poids financier et psychologique lourd. La nation se doit de compenser ces difficultés en aidant les parents seuls à faire face à ces obstacles, afin que tous les enfants de France connaissent le bonheur dans notre beau pays. J'aiderai les familles et je m'appuierai sur l'école qui sera restaurée dans sa mission de transmission des savoirs. Il ne s'agit pas de restaurer l'école du XIXe siècle, mais de donner à tous nos enfants la base nécessaire à leur future vie d'adulte. Pour cela, je ferai du soutien aux enseignants l'une de mes priorités. Ce si beau métier est aujourd'hui délaissé et donc dégradé. Outre une revalorisation significative de la salaire, ils seront soutenus par l'État lorsque la violence de la société viendra troubler ce sanctuaire que doit rester l'école. Enfin, la transmission, c'est bien sûr le lien entre générations. Pour que ce lien perdure, je souhaite supprimer pour l'immense majorité de nos compatriotes ces impôts injustes que sont les droits de succession. Ainsi, mes amis, parce que je crois en l'enracinement, ainsi nos maisons familiales, qui sont souvent l'écrin de nos histoires, de nos souvenirs, de notre mémoire, mais aussi le fruit du travail de nos parents, de nos aïeux, ne seront plus concernés par les droits de succession. De même, je souhaite faciliter les donations entre générations par un allègement important des impôts, pas seulement entre parents et enfants, mais aussi entre grands-parents et petits-enfants. Pour que ces liens ne soient pas un poids pour les plus jeunes, je réindexerai les retraites sur l'inflation qui rogne chaque année les pensions de nos seniors. Et je fixerai un principe, pas une seule retraite en dessous de 1 000 €. Je restaurerai également la demi-part des veufs et veuves, assez minablement supprimée par François Hollande. Le lien entre générations, c'est bien sûr la transmission de notre culture, ciment de notre nation, incarné dans le patrimoine national, matériel et immatériel, matérialisé par notre langue. Notre culture fait l'objet aujourd'hui de nombreuses attaques, y compris de la part d'Emmanuel Macron, directement. Je ferai de la défense de la langue française une des priorités de ma politique culturelle en mettant fin à cet usage délétère de l'anglais par nos entreprises, nos administrations et même le gouvernement et même le président de la République actuelle. L'écriture inclusive sera interdite. Et puis, bonne nouvelle, la carte nationale d'identité sera à nouveau en français. Et seulement en français. Vous savez, le français est un levier puissant pour renforcer les liens, y compris économiques, avec les pays qui partagent l'usage de cette belle langue. Il faudra peut-être le faire dans le cadre d'une union francophone. Pour entretenir notre patrimoine bâti naturel, je mettrai en place un service national du patrimoine sur la base du volontariat, parce que nos jeunes pourront ainsi participer à son entretien et apprendre à l'aimer. Voilà, mes amis, les grandes lignes de mon projet. Il est en totale opposition avec celui d'Emmanuel Macron et de son clone Valérie Pécresse. Quand le premier ruine la France, la seconde trompe ses électeurs. Si de l'avis de tous, nous avons gagné la bataille du constat,
Et nombre de candidats y braconnent avec des conversions parfois récentes, toujours opportunistes. Les Français nous attendent sur les solutions. Ils nous y attendent sans outrance, sans provocation, sans blesser, sans exciter les tensions, sans rajouter des problèmes aux problèmes. Nous devons clore la parenthèse Macron. Nous allons la clore. Mes amis, que les 5 prochaines années, ce soit sans lui. Mon projet politique est de donner à la patrie les moyens de sa grandeur et de donner aux Français les moyens de leur bonheur. Mon projet est de faire entrer la France dans le 3e millénaire, de lui donner tous les atouts pour affronter le monde qui vient. Vous l'avez compris, mon projet est travaillé, réfléchi, complet. Il est chiffré, parfaitement équilibré. Il fixe une feuille de route précise, solide, immédiatement applicable. Il dessine un chemin clair de prospérité, de sécurité et de cohésion nationale. Il n'a pas vocation à être de droite ou de gauche. Il s'adresse à tous les Français. Il est un projet pour la France. Une France fière de ses valeurs et de son histoire. Une France résolument tournée vers l'avenir. Une France qui croit au travail, à l'effort. Une France unie à l'intérieur et respectée à l'extérieur. Une France attentive aux personnes les plus vulnérables. Une France bienveillante pour ses enfants, tous ses enfants. Une France heureuse. Une France rayonnante dans le monde. Mes chers compatriotes, dans cette magnifique cité de Reims, qui fut le sanctuaire des serments sacrés des rois de France à servir leur peuple, la France doit se souvenir des promesses de son baptême. Notre nation a un pacte 2 fois millénaire avec la liberté du monde, mais aussi avec l'idéal d'égalité et l'espérance de fraternité. Notre devise nationale vibrante des victoires des hommes et des femmes sur la fatalité doit être relevée, tel notre drapeau bleu, blanc, rouge, mis à terre par les lâchetés des gouvernements en faillite. Ce serment sacré, ce pacte millénaire, cette devise nationale, voilà le rêve français qui doit nous animer. Voilà le rêve français que nous allons retrouver. Faites confiance à cet idéal. Faites confiance à vos idéaux. Ensemble, nous allons rendre à notre peuple la France qu'il aime. Et maintenant, mes amis, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de moi. Parce que je crois que l'élection à la présidence de la République, c'est d'abord une rencontre entre le peuple et un homme ou une femme, et en l'occurrence une femme. Une présidente de la République est élue sur un projet, certes. Je viens de vous le présenter. Sur un positionnement politique. Vous savez que le mien est national. Mais je crois profondément que le tempérament, le parcours, la personnalité de celle que les Français choisiront sont déterminants. Ce sont des éléments qui permettront de savoir comment elle réagira, comment elle arbitrera les incalculables décisions que, dans ses fonctions chaque jour, elle est amenée à prendre. Du plus loin que mes souvenirs me portent, la politique fait partie de mon existence.
Un père pris dans le tourbillon des engagements que je voyais trop rarement. Une famille un peu particulière, où les idées, l'action, le combat politique rythmaient la vie. J'ai l'habitude de dire que j'ai escaladé la politique par la face nord. Très vite, j'ai connu la violence politique quand j'étais petite fille à l'école. On m'a fait payer l'engagement de mon père. Des persécutions que l'esprit d'une enfant insouciante ne peut pas vraiment comprendre. Des persécutions qui me font honnir aujourd'hui toute idée de discrimination. J'en mesure l'injustice, j'en connais la souffrance. Et puis il y a eu cet attentat. J'avais 8 ans. Le silence d'abord. Le silence de l'explosion qui rend sourd, puis la fumée, les voix qui appellent, les éclats de verre. Le sentiment de n'avoir plus rien sous nos pieds que mon petit lit d'enfant en équilibre dans le vide. Et puis la question, qui est mort? Qui est vivant? La famille est sauvée, mes sœurs, mes parents, mais le petit garçon d'1 an de nos voisins sur le palier en face de chez nous a été projeté du 5e étage. Il s'en est sorti avec un bras cassé. Il y a ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Moi, j'y crois. Ce matin-là de la Toussaint 1976, je suis entrée brutalement dans le monde des adultes. Un monde où l'on sait que tout est fragile, que les méchants existent. Cette idée ne m'a jamais quittée, et la vie, il faut bien le dire, ne l'a pas démentie. Et puis il y a eu ce divorce parental ultra médiatisé, qui vous prive du droit à la pudeur auquel on est si attaché quand on a 16 ans. Et l'expérience que l'on acquiert, que la vie, en fait, est faite de sacrifices, de difficultés, d'épreuves. Elles vous instruisent, ces épreuves. Elles vous construisent. La certitude aussi que les gens qui ont vécu des choses douloureuses perçoivent mieux les blessures, les souffrances, la détresse. Ces sacrifices que nous consentons me rappellent cette très belle phrase d'Élie de Noix de Saint-Marc, qui aide souvent à supporter les efforts endurés. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Je suis devenue avocate par passion du juste, par souci de défendre ce qui pouvait l'être, par défi de faire triompher les causes auxquelles je pouvais croire. Et puis je suis devenue maman, vite, d'une famille nombreuse, vite, 3 enfants en moins d'1 an. Je prends le pari dans la salle. Des enfants merveilleux, à qui j'ai plus tard dédicacé mon livre, à mes enfants qui comprendront un jour que le temps que je n'ai pas passé avec eux, je l'ai quand même dépensé pour eux. Aujourd'hui, ils ont compris. Mes enfants, je les ai élevés seuls pendant quelques années. J'ai été une de ces familles monoparentales, comme on dit. Je sais d'abord qu'on ne choisit que rarement cette situation. Je sais la difficulté psychologique que ça représente d'être en même temps le papa et la maman. J'en ai acquis la conviction que la nation devait faire particulièrement attention à cette situation. Et puis, parce qu'on n'échappe pas à son dessein, la politique est venue me tirer par le bras un soir de second tour d'élection
pour remplacer des orateurs qui, je crois, n'avaient pas très envie d'aller commenter une défaite. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'ai beaucoup appris, j'ai tâtonné, j'ai parfois échoué, je suis tombé. Je me suis toujours relevé. Mais, pour reprendre la lumineuse formule de Nelson Mandela, je n'ai jamais perdu. Soit j'ai gagné, soit j'ai appris. Alors mes amis, aujourd'hui, à l'heure où je me présente devant vous, devant les Français, pour la fonction suprême, je suis prête. Je suis prête parce que j'ai rencontré des milliers, des dizaines de milliers de Français. Je sais leurs souffrances, leurs attentes, je sais leur désespoir, mais aussi leurs espoirs. Je suis prête parce que j'ai rencontré des chefs d'État et de gouvernement. Je sais que les grandes affaires du monde sont aussi affaires de relations personnelles et de respect mutuel. Je suis prête parce que je travaille le projet que je vous ai présenté depuis 10 ans. Ce projet, je l'ai enrichi de toutes les rencontres que j'ai pu faire avec des experts pas seulement au titre expertise, des experts aussi au titre expérience. Mais surtout et avant tout, c'est grâce à vous que je suis prête. Vous êtes ma force, vous êtes mon énergie, vous êtes mon horizon. Mes chers amis, portés par votre soutien, je ne crains ni les trahisons, ni les embuscades, ni les manœuvres. Je n'ai comme boussole que l'intérêt supérieur de notre pays et de notre peuple. La France nous attend, la France audacieuse et impertinente, la France forte et belle, libre et combative, sûre d'elle-même et généreuse, la France qu'on aime. Tout commence aujourd'hui. Vive les Français, vive la République, vive la France.